Bonjour à tous. Merci beaucoup de prendre le temps de venir participer à ce webinaire. On attend encore un tout petit instant des participants supplémentaires, que la salle se remplisse un petit peu. Et puis, on va démarrer ce webinaire. Donc, je suis ravi d'être là pour vous présenter ces sujets, puis pour me présenter aussi. Et bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Bonjour Ludovic. Bonjour à tous. On va démarrer. Donc, les autres participants nous rejoindront en cours de route. Et puis, je vais commencer par vous donner un petit peu de conseils, ou plutôt des indications un peu logistiques. Donc, vous avez en haut de l'écran, là, vous voyez certainement mon pointeur, prendre un rendez-vous, cliquez ici. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, eh bien, vous cliquez là et vous arrivez sur Calendly, et qui vous permettra de fixer un rendez-vous dans mon agenda de 30 minutes pour démarrer une conversation sur un sujet qui vous préoccupe ou un projet que vous avez, un projet d'intégration de paiement, de solution de financement ou une recherche de prestataire. Donc, n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous ici, vous cliquez en haut sur le bouton rouge. Et puis sinon, vous pouvez aussi utiliser le chat pour me communiquer avec moi, me laisser vos coordonnées. Vous voyez à l'écran là mon email et puis le lien vers la prise de rendez-vous aussi. Donc vous aurez ça. Il y aura un replay aussi qui sera disponible sur YouTube avec la présentation. Donc vous pourrez, si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'à la fin, vous pourrez bien entendu tout revoir à volonté et communiquer le lien à vos clients, partenaires, salariés. Voilà, donc on va commencer. Donc, Laurent Bernet, moi je suis ravi d'animer ce webinaire. Il fait partie d'un cycle de masterclass que j'anime sur différents sujets, des sujets que je connais bien. Je dirige une entreprise qui s'appelle Azuli, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la finance embarquée. Donc, la finance embarquée, c'est la mise au point de solutions innovantes de financement, de scoring, de crédit et de financement intégré, ou de paiement, solutions de paiement intégrées dans des offres existantes ou dans des nouvelles offres. Donc, ça concerne des banques, des assureurs, des entreprises qui veulent consommer des services pour leurs propres besoins, ou bien les distribuer des services de paiement comme des néocomptes et des néobanques, je sais qu'on n'a plus le droit de dire ça, mais je le dis quand même, à leurs clients, à leur marque, etc. Donc là, que ce soit juste pour des comptes et du fléchage de flux, du rapprochement, ou bien pour de la monétique, je peux vous accompagner du cadrage du projet, on y reviendra, jusqu'à la mise en service de vos services, de votre nouvelle offre, qui comporte des services de paiement. On va attaquer donc directement les sujets de la présentation d'aujourd'hui. La présentation d'aujourd'hui, donc bien entendu, ça tourne toujours autour de la meilleure façon d'innover en intégrant des nouveaux services. Et pour ça, je vais vous donner un petit peu de contexte aujourd'hui. C'est pas tellement des cas d'usage, un petit peu, mais pas trop. Ça va surtout être du contexte. Alors, deux sujets un peu de fond, le premier et le troisième, et puis un sujet un peu d'actualité aussi, la facture électronique. Donc le premier sujet, c'est comment faire le tri dans les nouveaux outils du DAF et de l'EC, l'expert comptable. Et donc là, on a vu apparaître dans les dernières années pas mal de solutions au service des entreprises. Il y a eu beaucoup d'investissements faits par les VC sur ces sujets-là, et on va examiner tout ça. On va regarder les tendances et puis essayer de cartographier un petit peu et de vous donner une lecture des acteurs qui sont en place et qui font évoluer leurs propositions de valeur. Le deuxième sujet qu'on va aborder, ça va être sur la facture électronique. Donc là, c'est un focus sur les enjeux, la loi, un petit peu les solutions, mais surtout voilà, les circuits qui vont être mis en place et des acteurs pour que vous puissiez intégrer cette réforme de la facture électronique dans vos processus. Et puis enfin, on va revenir un petit peu sur les sujets de paiement et on va parler spécifiquement du recouvrement de créances et des services de paiement qui peuvent être utiles dans ce cadre-là.
Donc, sans plus tarder, on attaque le sujet numéro 1, qui est comment faire le tri dans les nouveaux outils du directeur financier et de l'EC. On commence par examiner donc 4 tendances qui sont actuelles, qui sont fortes. La première tendance, c'est la tendance du financement intégré, le financement et le paiement. Donc, la finance intégrée, c'est, on en a parlé, l'intégration des services de paiement et des outils de financement, de scoring dans des services existants. Et on voit qu'aujourd'hui, ça va vite, ça bouge et tous les secteurs sont concernés. On va regarder ça de près. On va regarder ensuite euh, l'acquisition. Voilà, il y a 2 sujets dans le paiement. Il y a l'émission de paiement et puis il y a l'acquisition de paiement. Et on voit qu'aujourd'hui, ça converge. On va parler de ça. On va regarder aussi une autre convergence qui sont la convergence de beaucoup de services individuels pour arriver finalement à des offres complètes par certains acteurs. Et on voit que tout le monde se rejoint sur un élargissement de son périmètre fonctionnel. Tous ces acteurs, ces fintechs qui proposent des services aux entreprises. On regardera aussi comment les néocomptes s'inscrivent dans cet univers et ces tendances de convergence. On va parler du premier sujet, donc la finance intégrée qui finalement arrive partout. Elle a commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années avec les premières plateformes de financement participatif qui faisaient appel à des comptes de monnaie électronique pour gérer des encaissements et des décaissements. Et moi, je considère que cette finance intégrée comporte 3 volets porteurs de création de valeur. Donc, il y a un volet financement. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, les outils de scoring pour le crédit, que ce soit du crédit part ou du crédit pro, ont évolué, se sont modernisés, font appel aujourd'hui, grâce à la DSP2 et à l'agrégation bancaire, à la lecture des transactions bancaires en temps réel, à la lecture, l'intégration et l'analyse des habitudes de paiement, des délais d'encaissement, des délais de décaissement, à la lecture des lignes de banque sur les relevés de banque, une couche d'IA par-dessus qui permet d'extraire et d'extrapoler pour mieux pricer le risque. Donc, on a un coût du risque qui est fait non plus à partir d'un bilan qui pouvait avoir 6 mois, 9 mois, 12 mois d'historique, en fait, d'histoire, et l'évolution d'une entreprise, ça va vite. Donc, les situations peuvent se renverser. On avait un coût du risque approximatif et maintenant, il est très précis grâce justement à ce temps réel et au fait on se base sur des données de compte, des données transactionnelles précises. Ça nous permet de faire un octroi instantané avec on va dire une éligibilité instantanée et puis une analyse un petit peu plus longue, mais très courte quand même, en minutes ou peut-être en une journée maximum, s'il y a de la diligence complémentaire à faire, pour financer des entreprises ou des particuliers. Donc ça, c'est très utile pour les particuliers dans le Buy Now, Pay Later. On a vu que ça marchait très, très bien, malgré des taux de défaut plus élevés que prévu. C'est aussi conjoncturel. Et puis, pour les entreprises, on voit qu'une société comme October, que j'admire beaucoup et que je suis de près, puisqu'ils ont racheté Crédit.fr, dont j'ai été cofondateur et directeur général. Ils ont racheté la boîte en 2022. Moi, je l'ai vendue avec mes associés en 2017 à Tikeo. Tout ça pour dire qu'ils ont aujourd'hui mis au point un moteur de score qui est disponible, qui est accessible par API et qui peut être intégré et qui est utilisé par des banques traditionnelles et qui est utilisé aussi par des fintechs qui veulent intégrer du financement dans leur offre. Et donc ça, on va en reparler tout à l'heure dans la partie convergence et évolution de l'offre de néocomptes et des néobanques. On voit que Conto, par exemple, a intégré l'outil de scoring et d'octroi d'October dans sa proposition de valeur. Ça permet du coup d'avoir des parcours clients sur l'octroi de crédit qui sont accélérés, qui sont fluidifiés et simplifiés et qui peuvent se faire au sein d'une offre existante, un logiciel de comptabilité, de pré-comptabilité
On va voir qu'il y aura des besoins de trésorerie parce qu'on voit les paiements de factures fournisseurs et les encaissements de factures clients, on connaît les délais, on est capable de savoir, avec l'expert comptable ou le DAF, d'anticiper un besoin de trésorerie et d'avoir recours à un prêt presque instantanément. Ces prêts, ils vont être fléchés et décaissés sur des comptes qui vont être ouverts à cet effet instantanément aussi. Donc là, on arrive sur le volet paiement. Donc dans la finance intégrée, il y a bien entendu le paiement intégré. Et on voit que le paiement intégré, ça peut toucher l'acquisition de paiement ou l'émission de paiement. Tout ça par API, en marque blanche, ou bien avec des solutions maintenant faciles à intégrer qu'on appelle no-code, qui permettent d'intégrer des lignes de code et d'accéder directement à différents services et de faire appel à des services de paiement qui sont bien entendu réglementés. Donc là, il y a un volet réglementaire qu'il faut prendre en compte, mais qui est tout à fait accessible à toutes les entreprises, soit pour leur consommation en interne. On va voir par exemple des assureurs qui veulent euh, optimiser, accélérer le recouvrement des primes d'assurance ou bien le décaissement des sinistres et qui vont intégrer des services de paiement directement dans leur système d'information. Donc on va pouvoir payer, se faire payer plus vite. On va pouvoir aussi émettre des cartes de paiement. Je reprends le cas d'un assureur santé avec qui j'ai travaillé qui voulait pouvoir payer des sinistres et des soins de santé à l'étranger en plusieurs devises instantanément en fléchant les flux pour être sûr qu'ils soient utilisés pour la santé et pas pour acheter une télécouleur. Et du coup, voilà, ça permet ce fameux fléchage aussi des paiements, des décaissements et des encaissements avec l'utilisation d'IBAN virtuel. Ça facilite le recouvrement, on en reparlera un petit peu plus tard, bien entendu, puisqu'on maîtrise complètement des services de paiement, donc de l'initiation de virement, du prélèvement, et puis de l'envoi de liens de paiement si on veut faire du paiement par carte. Tout ça, encore une fois, pour améliorer l'expérience client, pour l'accélérer et pour la fluidifier, ce qui est un des gros enjeux de toutes les entreprises dans tous les secteurs aujourd'hui. Et les conséquences de ça, quand on maîtrise les services de paiement et de financement, eh bien, c'est qu'on peut faire des rapprochements et on peut donc optimiser des rapprochements automatiques puisqu'on a la donnée de paiement. On peut donc s'en servir pour payer des commissions à des apporteurs d'affaires si nécessaire. On peut s'en servir pour faire un reporting à des fournisseurs ou des clients. On peut s'en servir pour optimiser tous ces processus internes et éviter des heures et des heures passées à faire des rapprochements d'écriture. Voilà, donc il y a des grosses optimisations internes à faire grâce à ça. Voilà, c'est ce que je considère être la finance intégrée. C'est une énorme tendance qui ne fait que commencer et qui va se poursuivre et qui touche tous les secteurs d'activité et qui peut apporter énormément de valeur dans tous les métiers. Une deuxième tendance importante, non, je reviens un tout petit peu sur le paiement intégré. Hein, il y a deux, je viens d'en parler longuement, mais il y a deux euh, principaux apports de valeur. Ça va être la gestion des flux, l'optimisation opérationnelle et la distribution des services, de ces fameux services de paiement à ses clients. Donc là, on est dans le cadre d'une néobanque, on est dans le cadre d'un acteur de la pré-comptabilité, comme un de mes autres clients, Regat, qui a intégré des services de paiement pour pouvoir payer des factures, permettre à ses clients de payer des factures fournisseurs directement depuis le logiciel, ou encaisser des factures clients, ou régler des frais avec l'émission de cartes virtuelles. Je ne m'attarde pas plus parce que je viens d'en parler longuement. Et je passe directement à la slide suivante, qui est la deuxième tendance dont je voulais vous parler. Cette deuxième tendance, c'est, on voit aujourd'hui que les gros acteurs, les mastodontes de l'acquisition de paiement, sont en train d'aller vers, de fusionner avec une activité d'émission de paiement. Je rappelle, hein, l'acquisition, c'est pour acquérir des paiements cartes principalement sur des sites de e-commerce ou à travers des terminaux de paiement au point de vente. Eh bien, les acteurs comme Stripe, Adyen ou le groupe BPCE qui vient de fusionner Dalenis et Payplug, deux entités fintech dont ils avaient fait l'acquisition il y a quelques années. Ils les ont fusionnés d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue de la marque, et la marque Payplug a été retenue.
Et on voit que de plus en plus, les services de Payplug sont intégrés avec ceux de Xpolens, qui est l'entité d'émission de paiement en marque blanche du groupe BPCE. Donc, Xpolens s'appuie sur Payplug pour faire des top-up cards sur des comptes bancaires, pour toutes sortes de services, pour envoyer des liens de paiement, etc. Et vice-versa, on voit bien que les deux activités sont en train de converger. C'est une énorme tendance puisque ce sont des gros acteurs. Et Stripe et Adyen sont des établissements de crédit. Ils peuvent faire du crédit, ils peuvent faire tous les services de paiement en émission et en acquisition. Et ça va permettre d'augmenter la proposition de valeur qu'ils sont capables d'apporter aux clients, que ce soit des marchands ou des gros clients des banques. Donc ça, c'est une tendance à suivre. Ça vient de commencer côté Stripe et Adyen, même côté BPCE. Cette fusion des activités n'est pas encore faite, mais elle converge. Et ça va impacter un peu le monde du paiement en général et le monde du commerce. Donc voilà, on passe à la troisième tendance maintenant. Et là, je vais rentrer dans le détail. C'est un peu une cartographie que j'ai essayé de vous faire sur tout ce qui se passe sur les services aux entreprises qui se sont énormément développés dans les dernières années avec des acteurs qui étaient sur un sujet unique. Donc, je les ai mis, les monoproduits, je les ai mis au-dessus de ma flèche qui permet de voir un petit peu l'accumulation des services qui peuvent être faits par certains acteurs. Donc, en haut, on a les monoproduits, en dessous, les multiproduits. Donc, dans les monoproduits, on va avoir des gens qui font que de l'émission de factures clients ou de la gestion de factures fournisseurs. On a des géants comme Basware qui s'adressent à des clients qui font plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc des grands groupes. Avantim aussi, qui est un gros acteur de la gestion des factures pour les grosses boîtes. Et puis des petits comme Factomos, qui a un système très efficace pour facturer ses clients, passer du devis à la facture et pour encaisser tout ça. Donc ça, ce sont des monoproduits. On a ensuite Dext qui fait du paiement. Lui, il fait le paiement des factures et presque uniquement, presque exclusivement. Je l'ai mis là-haut, bien qu'il est en train de, comme tous les autres, étendre sa proposition de valeur et aller vers d'autres services. On a ceux qui font de la gestion des dépenses. Donc ça, c'est Spendesk, que vous connaissez certainement, Mooncard, Finom, Manager One, Expensia. Eux, ils se sont mis sur le créneau de la gestion des dépenses pour les entreprises par les salariés. Donc c'est de la gestion des engagements, des demandes d'engagement de dépenses par un salarié qui va s'adresser à son manager, à sa hiérarchie, pour pouvoir engager les frais, et puis l'émission de cartes de paiement pour pouvoir faire face à ces frais, soit une carte virtuelle, soit une carte physique qui peut être activée, désactivée à volonté, chargée, bloquée, débloquée, etc. Ça permet de flécher les paiements et permettre à tous les salariés d'avoir accès à des moyens de paiement pour payer la compte sur un stand par l'équipe marketing ou les frais de représentation d'un commercial. On a aussi en monoproduit, on voit les gens qui font, ce sont des géants aussi, qui font que de la comptabilité, de la production comptable. Eh bien, ces gens-là, ils ont un gros métier qui est la compta et ils travaillent avec les entreprises, mais surtout à travers les experts comptables qui utilisent et qui prescrivent ces services à leurs clients. Mais de plus en plus, ils font soit des partenariats, soit ils essaient d'étendre leur offre en rachetant des entités, des fintechs, qui proposent des services qu'on voit apparaître en dessous de la flèche. Donc, en dessous de la flèche, on a beaucoup d'acteurs qui sont nés dans les dernières années et qui font des métiers. Eh bien, ils sont tous en train d'avancer le long de cette flèche pour augmenter leur périmètre fonctionnel et leur proposition de valeur. Je reprends l'exemple que je connais bien de Regat, qui a lancé son offre Je connais bien parce que je les ai accompagnés pour leur intégration des services de paiement et puis après, pendant un an, pour le développement de partenariats. Et puis donc, je connais aussi tous leurs concurrents pour les avoir étudiés de près. Eh bien, ils ont commencé par juste la gestion des factures fournisseurs, un petit peu comme Contalib, comme Zervant, comme Evolise. Et petit à petit, donc, ils ont intégré le paiement des factures. Donc, leur logiciel permettait de
de créer des workflows pour la validation des factures fournisseurs, leur mise en paiement, et puis après, ils ont intégré des services de paiement pour payer les factures directement depuis le logiciel. Ensuite, ils sont allés vers la facture client. Donc là, c'était pareil, émission de facture client et encaissement des factures clients avec des prélèvements et puis l'émission de liens de paiement, etc. De l'initiation de virement aussi, qui est un autre moyen d'aller chercher de l'argent. Pendant ce temps-là, il y a Penny Lane qui s'est énormément développé, qui va jusqu'à la production comptable. Alors là, il y a deux philosophies sur tous ces acteurs qui font de la pré-comptabilité, c'est-à-dire qui font de la gestion de toutes les opérations avant les écritures comptables et qui les préparent. Il y en a ceux qui veulent s'arrêter là et qui se disent, moi, je ne vais pas rentrer dans la production, je la laisse à Cegid, Sage, EBP, QuickBooks, qui sont des gros, et je vais faire, comme Regat, je m'arrête à préparer toutes les écritures pour les déverser dans les logiciels comptables. Donc, eux, ils ont fait un partenariat très fort avec Sage, de distribution et une intégration forte, mais ils sont aussi intégrés avec tous les autres. Et donc, eux, ils se disent, on préfère ne pas faire la production comptable, laisser les experts comptables et les sociétés libres de leur choix de logiciel comptable, et on s'arrête juste avant. Puis, il y a d'autres acteurs qui sont partis de la comptabilité, comme Full, qui a été développé en partenariat très, très fort avec Inextenso, qui est un géant de la compta, de l'expertise comptable, et qui va jusqu'à la production comptable. Donc, eux, ils font toute la pré-comptabilité jusqu'à la production comptable. Time aussi. Ces gens-là, ils vont faire un chemin un peu inverse, comme Penny Lane. Ils vont aller après vers le CRM, vers le collaboratif entre l'expert comptable, l'entreprise, les salariés et tous les fournisseurs, les clients, toutes les parties prenantes dans la gestion de l'entreprise. Donc, eux, ils vont faire la marche arrière vers le CRM. Celle-ci, qui lui fait que du CRM, s'est mis à faire de la gestion des factures, il va intégrer le paiement bientôt, et il va remonter aussi vers la comptabilité. On ne sait pas où il s'arrêtera. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une lecture de ce qui se passe sur ce monde des services aux entreprises, qui est en train d'évoluer très très vite avec des gros montants de financement. Le dernier en date, c'était Regat qui a levé 20 millions d'euros cet été, en septembre. Et je les félicite d'ailleurs. Voilà pour cette grosse tendance, cette convergence de toute la chaîne de valeur dans un sens ou dans l'autre. Et la quatrième tendance, c'est un petit peu la même chose. On a vu des entreprises comme Conto avoir une croissance fulgurante. Conto, qui est une licorne française, qui fait du compte bancaire pour les entreprises, qui a commencé comme agent de paiement et qui travaillait avec un des acteurs qui fournissait de services de paiement en marque blanche, et qui petit à petit s'est mis à remonter la chaîne de valeur du paiement pour intégrer ses propres services, devenir établissement de paiement, se connecter aux schemes, cartes et comptes. Et voilà, donc ça c'est une remontée de la chaîne de valeur, et puis aussi ça se fait à travers l'intégration de services connexes. Donc Conto, eh bien, ils sont capables de s'intégrer avec tout un écosystème, que ce soit le cloud avec Dropbox, AWS, Google Cloud, etc. pour la gestion documentaire, que ce soit avec des outils de collaboration de l'entreprise interne comme Slack. Ils vont s'intégrer, on va pouvoir gérer ses comptes en banque maintenant directement depuis un canal Slack. Donc, il y a toutes sortes de services connexes qui peuvent aller de l'assurance à l'octroi de crédit. Ils ont fait un partenariat très fort avec October pour intégrer le moteur d'octroi d'October directement dans Conto. Donc, l'entreprise, une fois qu'elle connaît son besoin de trésorerie, va pouvoir demander un prêt directement dans Conto et avoir un octroi instantané par October qui va décaisser ensuite très, très rapidement en quelques jours, ce qui est une énorme valeur ajoutée par rapport à un parcours dans une banque traditionnelle. Ces acteurs-là, ils vont aussi essayer de simplifier au maximum la vie de l'entrepreneur en partant du principe que le temps de l'entrepreneur, c'est ce qui est le plus cher et c'est ce qui compte le plus pour l'entrepreneur. Il court après son temps en permanence et il faut l'aider à simplifier sa vie et à gagner en efficacité. Donc, on va avoir des outils qui vont être mis en place pour les relances automatiques de factures clients, pour une interopérabilité avec toutes sortes de services
des ERP, des logiciels de CRM, voilà, de la collaboration aussi avec l'expert comptable. Et puis ces fameux partenariats entre le compte bancaire et puis les logiciels de service aux entreprises, la pré-comptabilité, la gestion des factures, etc. Donc ça, c'est en train aussi de se faire. Là, on voit que les néobanques, eh bien, elles sont aussi en train de remonter cette chaîne de valeur et de progresser dans le périmètre fonctionnel qu'elles sont capables d'apporter à leurs clients. Voilà pour les tendances. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur tous ces sujets. On va faire un petit focus maintenant, on change de sujet sans transition sur un sujet d'actualité qui est la facture électronique. Donc on en entend parler en France depuis pas mal d'années. Ça arrive, il y a un calendrier, on va rentrer dans ce détail. Il y a des pays qui ont pris de l'avance sur nous comme la Finlande et je vais vous parler d'un événement dont je facilite la création le 30 octobre. On en parlera dans quelques minutes. Sans plus attendre, on attaque ce sujet de la facture électronique. Donc, la facture électronique, c'est quoi? C'est une réforme fiscale qui est en train d'être mise en place par l'administration française pour réduire pour lutter contre la fraude à la TVA et accélérer les processus internes de la collecte de l'impôt et faciliter la vie des entreprises. Donc, ça impose quelques contraintes aux entreprises, mais ça va permettre d'automatiser beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est que la facture électronique? Ben, c'est une facture qui va être créée envoyée et conservée sous forme dématérialisée. Donc, elle peut avoir une forme de PDF, mais elle va être obligatoirement associée à de la donnée structurée. La donnée structurée qui va être du XML principalement ou d'autres protocoles, enfin d'autres standards. Il y en a plusieurs qui sont pris en compte, mais voilà, on va du coup passer d'un format papier pur à de la donnée structurée qui pourrait être accompagnée du papier aussi, mais pas forcément. Donc, bien entendu, il y a une période de transition pour la mise en place de ces nouveaux modes de facturation et d'échange entre les entreprises et l'administration. Et puis, le PDF, la facture papier, va pouvoir continuer à être acceptée pendant un certain temps, mais il va falloir qu'il y ait des caractéristiques présentes sur le papier et qui soient lisibles facilement, authentifiables facilement, et que l'intégrité du contenu soit aussi assurée par des outils de signature électronique principalement, ou des outils de signature en tout cas de documents. Voilà pour la définition. Donc cette réforme, où est-ce qu'elle en est? On voit que, donc je vais vous faire une petite synthèse sur la réforme et où on en est. Donc la réforme, on a dit, c'est une réforme fiscale qui vise à lutter et à prévenir la fraude contre la TVA avec deux outils. Un outil qui est la facture électronique elle-même, électronique au sens de données structurées, et puis un reporting aussi qui est obligatoire pour les entités qui ne sont pas assujetties au paiement de la TVA pour diverses raisons. Donc là, il y aura deux choses qu'il va falloir faire pour les entreprises, suivant leur typologie, et qui va être faite imposée à différents moments par l'administration dans le temps, en fonction des caractéristiques de l'entreprise. Ça va être émettre et pouvoir recevoir des factures électroniques et faire un reporting, donc des télédéclarations dans des formats bien déterminés, imposés par l'administration. C'est une réforme qui est en discussion depuis très longtemps avec tous les acteurs concernés. Les grandes entreprises vont devoir, elles sont les premières qui sont concernées, et puis surtout les premières à devoir mettre en place la réforme parce qu'elles ont plus de moyens et elles ont été avisées plus tôt, elles ont commencé plus tôt. Si elles n'ont pas commencé, il faut qu'elles s'y mettent tout de suite parce que l'échéance, c'est juillet 2024 pour les grandes entreprises, janvier 2025 pour les ETI et pour les PME et les micro-entreprises qui vont être concernées aussi toutes, c'est janvier 2026. On a un peu plus de temps pour les petites. Les obligations, ça va être de se conformer à des nouveaux formats de données structurées pour l'émission, la réception, le stockage des factures et la transmission à l'administration. Le PDF va être toléré sous condition pendant un certain temps.
Et puis, on va avoir le dépôt et la transmission à travers des nouveaux acteurs qui vont être créés pour et par cette réforme, et puis des nouveaux circuits de transmission aussi. Ces acteurs, ils vont être privés ou publics. Il y aura un portail public et des acteurs privés qui peuvent se lancer là-dedans. Le e-reporting, il va être obligatoire pour tout le monde, pour toutes les entreprises et pour même ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre obligation qui est d'accepter obligatoirement les factures électroniques de ceux qui les émettent. Ce qui est concerné, donc, sont toutes les entreprises assujetties et ce sont toutes les transactions initiées entre assujettis à la TVA établies en France. Les assujettis non redevables de TVA, eux, ils vont être soumis à l'obligation de reporting. Il y a des exclusions, donc, comme pour la TVA actuelle, c'est les transactions internationales ou intracommunautaires, les transactions de particulier à particulier ou de business à particulier, suivant la nature et le montant de la transaction. Il y aura certainement aussi là des évolutions de la réforme et des contraintes. Voilà, et puis il y a des opérations sectorielles qui vont être exclues, comme différents secteurs et différents types d'opérations dans ces secteurs: santé, enseignement, formation, transactions immobilières, les associations à but non lucratif, le bancaire, le financier et la réassurance. Voilà en synthèse un petit peu la réforme et ce qu'elle comporte. Les nouveaux acteurs qui vont naître à cause de cette réforme et grâce à cette réforme, on va avoir un portail public qui va centraliser toutes les factures électroniques qui vont être émises par les entreprises à travers soit une plateforme dématérialisée partenaire qu'on appelle un PDP, soit à travers, bien entendu, l'utilisation d'outils des opérateurs de dématérialisation, les OD, qui vont aider les entreprises à passer au mode électronique et se conformer au format imposé. Donc, on a le PPF, le portail public qui centralise tout et qui collecte tout, et les factures et les reporting. Et puis, on a des opérateurs privés qui vont se mettre à aider les entreprises à transmettre et à gérer avec plus ou moins de fonctionnalités. Donc le PPF, il aura des fonctionnalités assez sommaires et basiques, on va dire. Et puis après, des acteurs comme Regat, encore une fois, qui se lancent là-dedans, ils ont annoncé ça avec les 20 millions d'euros qu'ils ont levés, ils vont devenir PDP et ils veulent absolument apporter plus de valeur que le PPF. Avec des fonctionnalités et une intégration profonde dans leur logiciel de gestion des documents d'entreprise. Je vais vous montrer ça avec des schémas. Donc, on a des nouveaux acteurs, il va y avoir des nouveaux circuits de transmission de ces factures électroniques et des données associées. Donc, on a d'un côté les vendeurs et de l'autre côté les acheteurs. Et là, si on part de petites entreprises qui vont décider d'aller directement sur le PPF pour faire leur transmission de factures et leur reporting, ce PPF, d'ailleurs, le service est gratuit, hein, contrairement au PDP, aux acteurs privés qui, eux, feront certainement payer ce service parce qu'ils apporteront plus de valeur. Et bien là, les entreprises vont devoir faire appel à des outils pour dématérialiser leurs factures et les émettre au bon format et pouvoir générer leur reporting aussi. Et les OD, donc les opérateurs de dématérialisation, vont permettre de structurer les données et de les envoyer. Ils seront connectés au PPF, à l'opérateur public gratuit, de façon à ce que ce PPF puisse centraliser tout ça, faire un rapprochement entre les factures vendeurs et les déclarations de TVA, les télédéclarations des entreprises acheteuses, rapprocher tout ça pour éviter la fraude et la prévenir, ou des erreurs même, tout simplement. Et tout ça sera transmis à l'administration fiscale qui fera son travail. Ça, c'est le circuit simple. Un circuit un peu plus compliqué, c'est quand il y a chez les vendeurs et les acheteurs des entreprises qui vont passer par un PDP. Donc, ils vont passer par un logiciel, un Penny Lane, un Regat, un Libéo, ce qui vous voulez, ou un logiciel de comptabilité.
et qui vont dématérialiser à travers un OD leurs factures, les formater au bon format, transmettre ça à un PDP. Le PDP, il va communiquer directement avec l'autre PDP, le PDP de l'acheteur, et ils vont s'envoyer la facture pour effectuer les règlements. Et après ça, ce sera transmis avec les flèches du bas. Une fois que cette transmission de facture aura été faite ici, payée, la TVA télédéclarée, tout ça, ça va arriver chez le centralisateur, le PPF. Donc, il peut y avoir ce circuit-là, et là, et là. Il peut y avoir un autre circuit qui va être entreprise, OD, PDP, centralisateur, et puis l'entreprise vendeuse, ici, ça va être une petite entreprise qui, elle, s'est adressée directement au PPF. Et donc là, il y aura ce rapprochement qui va être fait entre la télédéclaration de l'acheteur et puis celle du vendeur. Voilà, et le tout, ça atterrira toujours à l'administration fiscale qui fera son travail. J'espère que c'est clair. Je serais ravi de répondre à vos questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, sur la facture électronique, je vois une question là qui apparaît. Il y a une coordination européenne sur la facture électronique? À ma connaissance, non. Mais je sais qu'il y a des instances nationales, comme par exemple le Forum national de la facture électronique, qui est dirigé par Cyril Sautreau, et qui a beaucoup de ressources, peut vous aiguiller, vous apporter beaucoup d'informations là-dessus. Il y a aussi BPI, la BPI qui a des pages dédiées à ça aussi, avec pas mal de contenu et la liste des ressources, et notamment le dernier décret là, du 9 octobre 2022 qui vient de paraître et qui donne un certain nombre de détails sur la structure, enfin sur les données des factures papier en PDF qui sont acceptables, qui doivent figurer sur le PDF, et puis les données structurées de la facture électronique. Donc tout ça, c'est en train d'être normé. Il reste encore un peu de temps. L'État y travaille avec les acteurs, avec ce fameux forum national. Donc j'imagine que les forums nationaux, pour répondre à votre question, Thomas, j'imagine que les forums nationaux se parlent entre eux et se coordonnent, mais je ne connais pas une instance européenne là-dessus, puisque chaque pays avance à son propre rythme. Comme vous verrez dans ma slide suivante, la Finlande est en avance, ils ont mis ça en place il y a 5 ans. Donc, ils ont une très forte expérience de ça et vous avez l'occasion de venir écouter des acteurs finlandais qui viennent en France pour nous parler de ça. Donc, je travaille avec Business Finland et avec l'ambassade de Finlande pour monter un événement justement sur ce sujet de la facture électronique et puis pour faire valoir et partager l'expérience de la Finlande qui a 5 ans d'avance sur la France là-dessus, avec des acteurs qui sont du coup très mûrs et qui viennent nous parler. Donc on a 3 entreprises finlandaises concernées par le paiement ou la gestion des factures ou leur émission. Il y a le fameux Basware qui est le géant pour les grandes entreprises. Et puis il y a Zervant qui s'adresse à beaucoup de petites entreprises, y compris en France, avec des centaines de milliers de clients dans toute l'Europe, dont la France, voire des millions de clients d'ailleurs. Ça s'adresse aux toutes petites boîtes et aux indépendants. Donc ils viennent nous parler, c'est l'occasion. Vous pouvez venir les écouter pendant un programme où il y aura toute une matinée avec des tables rondes et puis des keynotes. Ce sera en anglais, puisque voilà, ils sont plus à l'aise en Finlande en anglais qu'en français. Un programme de matinée avec donc du contenu qui vous sera disséminé à travers des tables rondes et des keynotes. Et puis l'après-midi, c'est des rendez-vous one-on-one avec ces acteurs finlandais qui viennent vous voir, donc Basware, Zervant et Pinecone, qui est spécialisé dans le request to pay, qui là est une norme européenne, un protocole de paiement de messagerie entre banques européens qui arrive en 2023, en février 2023. Venez, vous pouvez vous inscrire, il y a le lien pour vous inscrire là, et puis sinon vous m'envoyez un message à mon adresse par email L2Berned, je vous le remets dans le chat, @azuli.com. Vous pouvez m'adresser un message et je vous enverrai le lien d'invitation.
Voilà, donc ça s'adresse à des directeurs financiers, des trésoriers, des experts comptables, des patrons de boîtes aussi qui s'intéressent à la facture électronique, et puis tout ce qui est distributeurs, intégrateurs qui vont faciliter la vie des entreprises pour ce passage à la réforme fiscale qui est en cours. On avance un petit peu plus vite sur le dernier sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, qui est mon dernier topic, mon dernier point. On va repartir sur maintenant un cas d'usage, et c'est des services de paiement intégrés pour le sujet des recouvrements de créances. Donc, le recouvrement de créances, il va toucher des logiciels de pré-comptabilité qui veulent faciliter l'encaissement des factures clients et faciliter le recouvrement. Donc, les fameux Libéo, Regat, Pennylane, iPayDat, etc., Agicap. Et puis, ça intéresse aussi tout le secteur du recouvrement avec des acteurs spécialisés là-dedans. Ça intéresse aussi des assureurs et bref, des grands groupes qui ont ce problème de recouvrement permanent et qu'il faut optimiser, pour lequel il faut réduire les coûts. Donc, le besoin des plateformes ou des entités qui ont besoin de faire du recouvrement, ça va être de faciliter le recouvrement des créances et de l'accélérer, de réduire les frais de transaction parce que ce sont des milliers de transactions de recouvrement, d'automatiser le rapprochement après avec les commandes qui ont été achetées, les fournisseurs qu'il faut régler si c'est des marketplaces, ou bien si ce sont des brokers en assurance, des courtiers, il va falloir, après avoir recouvré les créances, payer les assureurs, etc., etc. Il y a toutes sortes de cas. Il y a aussi des assureurs qui veulent juste recouvrer les primes, et donc automatiser les paiements. Et les paiements, après, il faut repayer les créanciers. La solution, eh bien, la solution, quand on intègre du paiement, on peut faire plein de choses. On peut proposer du paiement par virement au client qui dit OK, je veux bien payer, une fois qu'on l'a eu au téléphone. Donc, ça peut être du paiement initié. On va initier un virement depuis un compte bancaire dédié à cette créance ou à ce débiteur. Et on va donc demander au débiteur d'accepter de faire un virement dans son application mobile de sa banque, pour le bon montant, avec toutes les données qui vont bien, pour après, une fois que l'argent, le virement est fait, une fois qu'il a été accepté, validé dans l'application mobile par le débiteur, eh bien, toutes les informations, toutes les métadonnées qui sont passées avec l'initiation de virement dans la demande vont revenir avec le paiement et vont permettre ce fameux rapprochement automatique. Ce virement, donc, qui peut être instantané ou pas. Il peut être fait aussi par ce qu'on appelle le virement Open Banking ou DSP2, qui est en fait un virement initié, bon, bien entendu, depuis un compte sur lequel doit arriver l'argent, mais en mode connexion par l'utilisateur à son compte bancaire. Donc, finalement, c'est partage de données bancaires au sein d'une application. Ce sont certains acteurs qui permettent ça, comme Bridge, Fintecture, il y en a d'autres. Donc ça peut être une alternative à l'envoi d'un lien de paiement par carte qui coûte cher. Les paiements par carte, ça coûte entre 0,5% et 2% du montant de la transaction. Donc, quand on a des millions et des millions à recouvrer, ça fait beaucoup d'argent. Le virement est moins cher. Le virement instantané un peu plus, le virement open banking aussi, mais ça reste quand même moins cher que la carte. Et puis surtout, voilà, le virement, une fois qu'il a été validé, il ne peut plus être répudié, alors que le paiement carte peut être rappelé, le prélèvement aussi peut être répudié pendant des périodes assez longues. Voilà, un autre moyen à utiliser, c'est l'envoi de liens de paiement, soit des QR codes, soit un lien envoyé par SMS, par email, instantanément, au moment du recouvrement. Dès que le client vous dit oui, je suis d'accord pour payer telle échéance tout de suite, eh bien, vous envoyez immédiatement une page personnalisée avec votre logo pour éviter qu'il ait peur que ce soit une fraude, avec toutes les données qui vont bien sur la créance, le montant, etc. Et pendant que vous êtes encore au téléphone avec lui pour recouvrer la créance, eh bien, vous vous assurez qu'il reçoit cette petite page de e-commerce, en fait, comme la fin d'un panier de e-commerce,
dans lequel il doit rentrer son numéro de carte et payer. Et vous voyez instantanément le paiement arriver sur votre interface. Derrière, vous avez une interface de gestion. Vous pouvez donc émettre un lien personnalisé pour un client et puis voir instantanément le paiement arriver par carte. Voilà, vous pouvez aussi donc ouvrir des comptes à la volée, des IBAN virtuels qui vont vous permettre de dire à un client, bah, payez-moi sur cette IBAN-là. Vous émettez un IBAN par créance ou par paiement que vous cherchez à obtenir et ça vous permet de faire un rapprochement instantané, automatique. Ça vous permet de flécher vos flux entrants pour pouvoir mieux les comptabiliser, mieux les gérer ensuite. Une fois que vous avez retouché cet argent et vous savez qu'il est arrivé de ce client vers ce compte IBANisé dédié à ce paiement, eh bien, vous pouvez payer le créancier qui attend son argent. Voilà, il y a aussi l'utilisation des sous-comptes pour flécher les paiements sortants vers les créanciers et de pouvoir justement leur faire un reporting en temps réel grâce à ces outils. Voilà un petit peu les solutions, les services de paiement que vous pouvez utiliser pour tout ça. Eh bien, les bénéfices, ils sont une augmentation de la proposition de valeur de la plateforme, un meilleur taux de recouvrement puisqu'on multiplie les moyens de paiement mis à disposition du débiteur, une optimisation des coûts puisqu'on a vu on avait des moyens de réduire les coûts et puis quand on en fait en masse, on peut négocier les prix des virements, des prélèvements et des initiations de paiement assez bien. Et puis une réduction du temps de traitement de tout ça pour les paiements sortants, pour la réconciliation dû à ce fléchage. Voilà, ça apporte énormément de valeur et ça accélère tout. C'est magique. Voilà, donc les fonctionnalités, bien, on vient de les voir, hein, le virement initié des SP2. Bientôt, il y aura le Request to Pay européen qui permettra aussi de faire ça facilement. Il y a l'envoi de liens de paiement, il y a le prélèvement, et puis il y a l'émission d'IBAN virtuel pour faire en sorte que les flux soient fléchés au bon endroit et pouvoir automatiser vos rapprochements. Voilà un petit peu pour tous les sujets que je voulais aborder avec vous. Il est midi et quart, il nous reste un quart d'heure pour vos questions. Donc j'espère que vous en avez. Alors n'hésitez pas, je vous rappelle, vous avez un bouton en haut, cliquez ici, là-haut, pour euh, prendre rendez-vous avec moi si vous avez des sujets ou si vous avez des questions. Et puis sinon, posez-moi la question dans le chat tout de suite. Je vais essayer d'y répondre. C'est du conseil gratuit. Donc n'hésitez pas, c'est le moment si vous avez des questions. Donc Mathieu, Philippe, Thomas, voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. Charles, Marie peut-être aussi. Armel, Ali, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous parler de mes masterclass. Donc, les prochains sujets auxquels je m'intéresse fortement, ils sont liés à la crypto. Aujourd'hui, on voit que le monde du paiement traditionnel, fiat, monnaie, converge avec le paiement crypto. J'ai de plus en plus de demandes de mes clients sur des sujets de passage justement de la monnaie d'euros vers le monde des cryptos pour faire des investissements ou pour optimiser des transactions transfrontalières par exemple, en passant par la crypto pour réduire les coûts de transaction et les accélérer. Et puis après, ressortir l'argent en fiat monnaie, en euros, de l'autre côté, une fois qu'il est arrivé à destination. Donc ces sujets-là, avec les consultants avec qui je travaille, on est tous des spécialistes de nos domaines, que ce soit la réglementation financière ou les produits eux-mêmes, ou la crypto, on est capable de monter une équipe qui pourra répondre à tous vos sujets. Donc je ferai des webinaires sur ces sujets. Et j'essaierai de répondre à vos questions. J'aborderai aussi les questions Web3 et le métavers. Hein, on ira un peu plus loin. J'essaierai de vous apporter un peu de connaissances, un peu de contenu sur ces sujets-là aussi, même si c'est un peu plus éloigné de mon métier de tous les jours. Ça me sort, et vous aussi, de notre quotidien. Voilà, donc ça, je fais un webinaire tous les mois, en fin de mois ou en début du mois suivant, ça dépend des dates et des mois, mais voilà, n'hésitez pas à revenir
à venir assister. Tout sera rediffusé sur YouTube avec le replay, vous recevrez le lien. Il y a une question de Thomas. Le socle minimum de données est-il défini? Alors, le socle minimum de données est encore en train. J'imagine que ça, vous parlez de la facture électronique. Il est défini en partie, mais il continue à évoluer. Donc, il y a le fameux décret qui est paru le 9 octobre qui a défini un certain nombre de données. Un socle minimum, oui. Donc, sirène, montant de la créance, numéro de l'échéance, etc. Un certain nombre de choses qui sont très, très bien définies. Et puis, ça continue à évoluer parce qu'il y a plein de cas particuliers, en fait, suivant les métiers. Donc, il y a un gros travail à faire. Mais oui, j'ai envie de dire qu'à ce stade, le socle minimum vient d'être défini. On pourra rentrer dans ce détail justement si vous venez à l'événement du 30 novembre à l'ambassade de Finlande. N'hésitez pas à vous inscrire, on pourra en parler, puis sinon à faire appel à moi. On pourra rentrer dans ce sujet. Donc il y a une des keynotes, hein, c'est Cyril Sautreau qui préside le forum national de la facture électronique. Et puis, il y a quelqu'un aussi de prominent sur le marché finlandais qui pourra aussi vous parler de leur expérience là-bas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thomas, n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin d'approfondir un peu cette question. Je pourrais vous envoyer des ressources aussi auxquelles vous pourrez faire appel. Voilà, pas d'autres questions. Eh bien, on va terminer. Prenez rendez-vous avec moi, envoyez-moi vos questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis, si vous avez des projets liés à l'intégration de services de financement, de paiement, ou là, cette fameuse charnière entre la crypto et le monde tradi, eh bien, je suis là avec mes futurs associés, collaborateurs et consultants spécialisés pour vous répondre. Merci à tous et à toutes. À très bientôt, j'espère dans un mois, et passez une bonne fin de semaine. Je reste en ligne encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, je vais couper mon micro, repartir sur le haut de la présentation pour que vous ayez mes coordonnées, et je laisse ça en ligne encore quelques minutes jusqu'à midi 29. Voilà, merci à tous pour votre attention, à très bientôt. Merci Edouard d'avoir participé, de m'avoir écouté. Merci à toutes et à tous. Au revoir, à bientôt.
Voilà, mais je reste encore en ligne, hein. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, c'est le moment. Quelques minutes de plus et puis je vous laisserai et j'irai moi-même vaquer à mes occupations d'après-midi. Je crois qu'il n'y a plus de questions, donc je vais libérer la salle. En tout cas, n'hésitez pas, ldebernadette@azuli.com. À très bientôt. Au revoir à tous et à tous.